Si tu veux avoir un business, il va falloir que tu trouves des clients. Aucun business n'existe sans clients. Et pour avoir des clients, il faut échanger quelque chose que tu possèdes contre quelque chose que le client possède. Et ça se passe toujours de la même manière. Une démarche business ou une démarche de vente se base toujours sur deux étapes majeures. La première, résoudre un problème. Ou encore, pour le dire d'une autre manière, faire gagner quelque chose. Pour le dire encore d'une autre manière, proposer de la valeur. Pour le dire encore d'une autre manière, éviter une perte. C'est-à-dire, en fait, faire gagner le coût d'opportunité à ton client. Tu sais que les gens ont une aversion à la perte plus grande que leur appât du gain. Donc, qu'est-ce que tu peux faire gagner aux gens dans un business? Quel problème tu peux résoudre? Tu peux proposer aux gens de leur faire gagner de l'argent. Tu peux leur proposer de leur faire gagner du temps. Tu peux leur proposer de leur faire gagner des compétences, du réseau, que ce soit amical ou amoureux. Tu peux leur proposer des biens, d'acquérir des biens, immobiliers, mobiliers, comme le meuble, les meubles ou autres. Tu peux leur proposer d'acquérir du confort de vie. C'est ce que font les compagnies aériennes, qui te permettent de voyager d'un endroit à un autre de manière plus rapide. J'allais dire plus safe, ça dépend, mais en tout cas plus rapide que si tu prenais ta voiture ou le bus pour aller à ces mêmes endroits. C'est le cas des entreprises productrices d'électricité qui te donnent du confort de vie en te permettant d'accéder à cette énergie qui te permet ensuite de recharger ton téléphone, de regarder ta télévision, de bosser sur ton PC, etc. etc. C'est le cas aussi des producteurs de gaz qui permettent de chauffer ton logement, de cuisiner aussi. Ces entreprises te permettent de gagner du confort de vie. On a aussi de faire gagner du divertissement. Tu veux faire passer un bon moment à ton client en échange d'une certaine somme. Alors imaginons que tu as monté ton business, tu as identifié le problème que tu veux résoudre, tu as mis en place la solution, le produit ou le service qui permet de répondre aux besoins du client, de tes clients potentiels, tu as mis en place ta solution, tu as répondu à un problème. Ton problème à toi maintenant en tant que businessman, ça va être d'appliquer à ton processus de vente un lubrifiant. Oui, un lubrifiant parce que il ne suffit pas d'avoir un produit. Il faut encore que tu sois connu et il faut encore convaincre les gens d'acheter ton produit. Et on appelle ça le marketing. Le marketing, c'est l'art de savoir vendre ta solution une fois qu'elle existe. Donc il faut que les gens sachent que ton produit existe et il faut aussi que tu te démarques des gens, des concurrents, qui proposent un produit similaire au tien ou dans la même niche que le tien. Alors quels sont les moyens de se démarquer en marketing, on va dire, classique? Il y a 4 moyens honnêtes et il y en a 6 un peu moins honnêtes. On va les appeler les moyens malhonnêtes. Alors les 4 moyens classiques de te démarquer lorsque tu vends ton produit, c'est les suivants. Tu peux être moins cher que les autres, donc vendre ton produit à meilleur prix. Tu peux être plus qualitatif que les autres. Quand je dis qualitatif, c'est-à-dire que ton produit respecte certaines normes de qualité. Il est certifié par des organismes indépendants ou par des certifications reconnues dans ton métier. Il y en a beaucoup comme ça dans l'IT. Il y en a aussi dans à peu près tous les secteurs en fait. Dans l'électricité, les produits comme les prises, etc. sont certifiés par des normes, les normes NF, qui permettent de t'assurer que ton produit est de qualité, qu'il permet d'éviter les courts-circuits ou qu'il permet d'assurer une isolation, une protection des personnes qui vont être susceptibles d'utiliser ce bien, etc., etc. Ou alors que ton produit est recommandé par une base crédible de clients. Donc ces caractéristiques vont te permettre de rendre ton produit qualitatif. Troisièmement, tu peux être le seul à vendre ton produit, ce qu'on appelle une situation de monopole, soit parce que tu as innové, ça va être le point suivant, soit parce que ton produit est tellement spécifique que seul toi as le savoir-faire ou l'architecture ou l'investissement initial pour pouvoir le vendre. Et quatrièmement, pour te démarquer, tu peux être plus innovant. C'est-à-dire que tu vas proposer un produit qui est différent des autres, qui va avoir d'autres fonctionnalités, qui va avoir des caractéristiques inédites qu'on n'a jamais vues avant. Alors soit c'est totalement nouveau, soit ce sont des améliorations incrémentales, mais qui donnent quand même une différenciation significative à ton produit. Un exemple de produit innovant, ça a été l'iPhone à ses débuts. Les tout premiers iPhones étaient des révolutions, des innovations, parce que c'était la première fois qu'on introduisait les petites fenêtres que tu vois sur ton smartphone, c'est-à-dire les applications. Avant, ça n'existait pas. C'est Apple et l'iPhone qui ont inventé ça. Mais il y a d'autres moyens de vendre ton produit qui sont un peu moins cathodiques. Ces moyens sont issus de la manipulation psychologique. L'être humain, comme tu le sais, est un être faillible. L'être humain a énormément de biais psychologiques, énormément de croyances, énormément de fonctionnements qui sont faillibles, c'est-à-dire qui le poussent à commettre des erreurs, qui le poussent à agir avec irrationalité. Et ces biais sont exploitables, notamment dans le business, mais dans d'autres domaines, je vais en parler après, et permettent de tirer des gains des gens. Donc un des meilleurs livres qui en parle, c'est celui de Robert Cialdini, qui s'appelle Influence, qui a été publié en anglais et vendu à des millions d'exemplaires et réédité, réimprimé maintes et maintes fois. Et dans ce livre, Cialdini il détaille 6, je peux pas faire 6 avec ma main, mais tu as compris, 6 moyens d'influencer les gens
on va dire de manière un peu moins classique. Le premier moyen, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que lorsque tu rends un service aux gens, lorsque tu leur fais une faveur, les gens se sentent redevables. C'est un levier qui a l'air innocent, qui n'a l'air de rien, mais qui est extrêmement utilisé dans le marketing classique, marketing physique, mais aussi dans le marketing digital. Quand on te promet ou quand on te donne un e-book gratuit, ou une formation gratuite, ou une place gratuite pour un webinaire, c'est pas gratuit en réalité. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais en réalité, ce genre de stratégie utilise le principe de manipulation psychologique de la réciprocité. Je te donne quelque chose de gratuit, et en échange, tu te sens redevable envers moi. Donc tu vas venir à ma formation, tu vas venir à mon webinaire, tu vas vouloir acheter mes produits après avoir lu mon e-book que je t'ai offert gratuitement. Même les plus petits cadeaux ou les plus petits gestes peuvent créer ce sens de la dette et par conséquent peuvent permettre de provoquer des actions chez tes prospects. Deuxième levier, l'engagement et la consistance. Ce levier porte un autre nom, c'est le biais des coûts irrécupérables. Tu as peut-être entendu parler de ce trick sous ce nom-là. C'est-à-dire que quand les gens s'engagent dans quelque chose, dans un processus, et en particulier quand c'est public, ils ont énormément de mal à se retirer. C'est-à-dire que la parole donnée, en particulier en public, a un très fort impact sur les actions futures qui vont se dérouler et les actions futures que la personne va être tentée de mettre en place. Et des exemples concrets de ça, tu en as énormément. On a les webinaires physiques, on a tout ce qui est MLM, marketing de réseau, fonctionne exactement là-dessus. On a les sectes comme la franc-maçonnerie utilisent énormément ce principe. C'est-à-dire que tu t'engages dans le processus de recrutement, tu passes le rituel, tu prêtes serment d'allégeance, de fidélité, et c'est comme ça que ils te tiennent. Parce qu'au final, ils arrivent à avoir des dossiers sur toi. Donc les sectes utilisent ce principe d'engagement et de consistance. Troisièmement, la preuve sociale. Ce levier-là est extrêmement puissant. La preuve sociale se base sur le fait qu'on regarde ce que font les autres pour décider de quoi faire, en particulier dans des situations incertaines ou dont l'issue n'est pas très claire ou l'issue est difficile. On a besoin, non pas de la validation, mais de l'influence des autres. Et donc tu as ça dans le web marketing aussi, c'est extrêmement présent. Tu vas avoir un produit, une page de vente, et puis à la fin de cette page de vente, énormément de témoignages clients. À peu près toutes les industries fonctionnent sur la preuve sociale. C'est probablement un des leviers les plus puissants de marketing. Quatrièmement, on a l'autorité. L'autorité, c'est lorsqu'une personne ou un organisme désigné se présente comme ayant plus de compétences, de connaissances et de légitimité que toi à parler d'un sujet. Donc concrètement, lorsque tu vois sur une publicité vue à la télé ou prouvée par la science ou prouvée par telle ou telle étude, ou quand tu vois la tête d'un influenceur ou d'un scientifique à côté d'un certain produit, tu peux être certain qu'on est en train d'utiliser le biais d'autorité ou le levier d'autorité pour influencer tes décisions. Ensuite, on en a un autre très intéressant, le biais d'affection. Celui-là t'explique que tu es plus aisément influencé par les gens que tu trouves sympathiques, similaires à toi, amicaux, voire physiquement attractifs, physiquement beaux. Et on a effectivement énormément d'études dans la vente qui nous montrent que les personnes grandes, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et belles, attractives, vendent plus, elles vendent davantage, parce qu'elles sont capables par leur physique d'influencer les décisions des personnes avec qui elles communiquent. Les compliments, un bon storytelling qui te dit oui, moi j'étais comme toi, ou voire je suis comme toi, permettent de nouer des relations d'affection, permettent aux clients de s'identifier à toi ou à l'image en tout cas que tu renvoies, et ainsi permet de vendre plus facilement ce que tu as à lui vendre. Sixième levier, sixième et dernier levier, le biais de rareté ou le levier de rareté. Celui-là aussi fait partie des leviers probablement les plus puissants avec la preuve sociale. Je pense que le nom parle de lui-même. Le levier de rareté s'active lorsque eh bien, l'objet de la vente est en quantité limitée ou est disponible pendant une certaine période de temps. Je te disais en introduction que les êtres humains ont une plus grande aversion à la perte qu'un appât du gain. La conséquence de ce principe, c'est que lorsqu'on t'explique qu'un produit que éventuellement tu souhaites acheter ou que tu regardes, tu désires de loin, lorsque ce produit ne sera plus disponible après une semaine, 2 semaines ou après 24 heures, en général, tu vas te jeter dessus. Et c'est utilisé énormément dans le web marketing, où tu as des offres te disant moins 75% de réduction pendant 2 heures ou jusqu'à ce soir. Ce webinaire ne sera accessible que pendant 24 heures. Et ça marche énormément. Et tu veux savoir le plus beau dans tout ça? C'est que même quand tu connais ces principes, même quand tu en es conscient, bah, ils fonctionnent quand même.
Moi-même, quand je regarde les différents hôtels sur Booking, quand je vais aller en vacances, ma première variable de décision, c'est le prix, certes, mais aussi les avis clients, c'est-à-dire la preuve sociale. Si l'appart a convenu à d'autres, il me conviendra probablement aussi. J'attends aussi les soldes pour acheter des vêtements moins chers, principe de rareté, le dernier que j'ai mentionné. Je me sens proche d'un influenceur qui m'aide, me coach et me ressemble parce qu'on a des parcours similaires, principe d'affection. Donc là, je t'ai résumé 80% de ce qu'il faut savoir si tu veux lancer un business et le faire connaître, c'est-à-dire avoir des clients et réussir en fait dans les affaires. En moins de 10 minutes, en gros. Quand on dit les choses simplement, il n'y a pas besoin de plus. Donc si tu veux te contenter de cela, eh ben, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu t'intéresses à aller plus en profondeur, la suite est pour toi. Parce que de ce que je viens de t'exposer, on peut déduire deux éléments. Le premier concerne le consentement, la notion de consentement. Et le deuxième, sur notre système politique actuel, c'est-à-dire la démocratie, on va dire, libérale. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On parle de business, de vente, de manipulation psychologique, et maintenant de consentement et de politique. Quel est le rapport? Tu as vu le nom de cette chaîne, Vision Holistique. C'est pas choisi au hasard. Sur cette chaîne, je fais volontairement des liens bizarres, incongrus, inédits, inhabituels, entre des situations, des concepts, des notions qui d'ordinaire restent isolés. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en 2025, avoir une vision holistique te permet une chose capitale, c'est de savoir où t'orienter. Je ferai une vidéo plus en détail pour présenter, on va dire, la chaîne et le concept, mais je te donne une application très concrète de ce principe et de ce mode de pensée. Si tu as 18 ans et que tu ne sais pas où t'orienter, aujourd'hui en 2025, si tu ne tiens pas compte de l'impact prévisionnel que l'IA va avoir dans 10 ans sur la majorité des boulots et des carrières, tu vas droit dans le mur. Une discipline que tu considères comme importante aujourd'hui pourra tout simplement cesser d'exister dans la prochaine décennie, ou au cours de cette décennie-là. Et comment savoir où t'orienter en vertu de ce principe? Seule la vision holistique te permet de le savoir. Revenons à nos moutons. La notion de consentement est très difficile à définir. À partir du moment où ce n'est pas la force brute qui est utilisée pour convaincre, pour persuader, mais des mécanismes plus subtils, comme ceux de la persuasion psychologique que je viens de te mentionner, eh bien, où s'arrête le marketing proprement dit et où commence la manipulation? Autrement dit, à partir de quel moment est-ce qu'on est dans le consentement et à quel moment on est dans la manipulation? Le consentement, en réalité, est souvent issu d'un rapport de force. Prenons le marché du logement. Si je suis un locataire en face d'un propriétaire, je suis concrètement en position de faiblesse. Parce que ne pas signer le contrat de location, ça veut dire me retrouver potentiellement à la rue. Donc, je suis beaucoup plus sensible à accepter un contrat de location, même éclaté au sol, ou défavorable pour moi, pour employer un terme un peu plus formel. Le consentement est limité par une série de choses. Premièrement, la symétrie d'information. Le fait que les parties qui entrent dans un processus d'échange, dans un processus de vente, processus économique, n'ont pas les mêmes informations à disposition. En général, le vendeur a plus d'informations à disposition que l'acheteur. Donc la symétrie d'information peut évidemment biaiser la prise de décision. On a aussi la psyché des personnes impliquées. Par exemple, quelqu'un de naïf, qui fait facilement confiance, se fera abuser plus fréquemment que quelqu'un qui se méfie. L'intelligence aussi des parties qui contractent, ou des personnes impliquées. Quelqu'un qui a un QI faible ne comprendra pas que la personne d'en face essaye de la lui mettre au profond. On a aussi la capacité à dire non, c'est l'excès de gentillesse. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui finissent par acheter un produit dans un magasin, je l'ai vu des centaines de fois, ça m'est même arrivé par le passé, juste parce que la personne veut, entre guillemets, faire plaisir au vendeur d'en face. Et évidemment, ce qui limite la capacité au consentement, c'est les biais psychologiques que je viens d'énoncer. C'est-à-dire les failles de chacun. Prenons un cas concret, Alex Hormozy, youtubeur américain, qui pendant des années a partagé du contenu orienté business, gratuit, sur YouTube. Un jour, il décide de vendre un livre. Il en fait la promotion. Résultat, il arrive à lever ou à récolter 100 millions de dollars issus de la vente de ce livre. Hormozy, tu vois, c'est directement quelqu'un qui a usé et abusé du principe de réciprocité. Pendant des années, il a donné des informations, des conseils, gratuitement. Et un jour, décide de lancer un livre, qui cette fois est payant. Son audience a réagi comment? Bah, évidemment, énormément ont acheté. Énormément ont acheté ce livre. C'est un cas d'école, un bon exemple, parce que ça fait le lien avec notre vidéo. Les gens ont acheté en étant consentants ou parce qu'ils sont manipulés par un trick psychologique. Est-ce que Alex Hormozy a exploité une faille de son audience ou est-ce qu'il a vraiment obtenu l'agrément, l'accord de son public? C'est difficile de répondre. Hein. La limite là, elle est très tiny, hein, comme on dit en anglais, très fine. Hein. Difficile. Hein. Que vaut un simple livre face à des années de contenu gratuit? Je te laisse réfléchir.
Autre conséquence sur la notion de démocratie. Alors on te dit en 2025, on t'explique depuis au moins 100 ans, que tu as le droit de vote, que tu as le droit de choisir tes représentants. Mais à la lumière de ce que je viens de t'exposer, est-ce que c'est réellement le cas? Plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Premièrement, ton pool de représentants potentiels, ton choix de vote, le candidat est limité. Il n'y a jamais énormément de candidats dans une élection, quelle qu'elle soit. Tu vas en avoir 10 au maximum. Et ça, c'est valable dans tous les pays, qu'ils soient officiellement démocratiques ou soi-disant démocratiques. Tu n'as jamais en réalité un choix suffisamment large pour être sûr que tu choisis vraiment. Si je te donne le choix entre la peste et le choléra, c'est pas vraiment un choix, parce que je te donne pas assez d'options. Si je te donne le choix entre la peste, le choléra et un rhume, bah tu vas choisir le rhume, parce que tu as plus d'options. À partir de là, la mécanique est déjà atomisée en fait. Elle est déjà complètement détruite. Mais bon, poursuivons pour l'exercice. Ensuite, il faut savoir ce que ces candidats disent, ce qu'ils proposent. Donc il faut les écouter parler ou lire les programmes. Bon, en 2025, personne ne lit les programmes, hein. Donc ça se passe en gros sur les écrans, la télévision principalement, mais de plus en plus, depuis une dizaine d'années, sur les réseaux sociaux. Donc les médias sont le véhicule de la chose politique, mais en même temps manipulent l'information, évidemment, par toute une série de biais. Le biais d'autorité, ça te rappelle quelque chose, hein, je viens de te le mentionner juste avant. Les médias font sérieux, les médias font objectif, font officiel. C'est une énorme fumisterie, étant donné que les principaux médias sont détenus par les quelques capitaux privés de quelques milliardaires. On peut aussi citer dans les biais, le biais de réciprocité, puisque TF1, France 2, a priori, te délivre une information gratuite, ou quasi gratuite. Tu payes ta redevance télé, mais c'est quasi gratuit. Tu leur accordes automatiquement ta confiance, bien que ça ne soit pas justifié du tout. Ce n'est pas parce que l'information est gratuite qu'elle est fiable. Donc le résultat est assez simple. Tu te retrouves toujours le couillon de l'affaire dans une démocratie, au profit d'une caste qui sait exploiter ses leviers de domination, de manipulation et de pouvoir pour se mettre bien, c'est-à-dire accumuler tout le prestige, tout l'argent et surtout vivre sans bosser, vivre sans travailler pendant que toi, tu travailles bel et bien. Malgré ces biais, la démocratie est un système qui résiste, on va dire, à l'épreuve du temps. Pourquoi? Parce que, aussi imparfait soit-il, les gens ont quand même plus d'intérêt à être dans un système démocratique que dans un espèce de système totalitaire, à la russe, à l'égyptienne, à la coréenne du Nord, à d'autres dictatures, officiellement dictatures d'ailleurs, d'autres coins du monde, qui ne laissent aucune marge de manœuvre à leurs citoyens. J'achève ici cette vidéo riche en informations et réflexions, et je te dis à bientôt. Ciao.